Les racines du blues ont été forgées par des légendes comme Robert Johnson, Lemon Jefferson ou encore Eddie Ledbetter, ou pour les intimes, Lead Belly, et c'est d'ailleurs lui qui nous intéresse aujourd'hui. Lead Belly, c'est bien plus qu'un musicien, c'est littéralement une énigme vivante, un personnage tout droit sorti d'un film. Imagine-toi un peu, un gars avec un look de vagabond, une cicatrice bien visible sur le visage et une personnalité aussi brute que ses chansons. Ce type, il en a vu de toutes les couleurs et ça se voyait clairement dans ses chansons, parce qu'il nous sortait des morceaux qui étaient remplis de douleurs et d'histoires vécues. C'est aussi simple que ça, Lead Belly, c'était la musique incarnée. Mais l'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est pas seulement l'histoire d'un musicien hors norme, c'est aussi l'histoire d'un chanteur qui a été injustement exploité par l'industrie musicale. Il a été relégué au rang de curiosité par une industrie largement dominée par des producteurs blancs. Malgré ça, le gars en question a laissé une empreinte musicale impossible à effacer. Son influence a traversé les genres, touchant le rock, la pop, en passant par le grunge et évidemment le blues. Mais ce qui rend son histoire encore plus folle, c'est que sa vie, à elle seule, est digne d'un des plus grands films. Et malheureusement, elle a fini par prendre un tournant très sombre. Louisiane, 1865, juste après la fin de l'esclavage, c'était un petit peu le Far West dans le sud des États-Unis. Des groupes privés et paramilitaires se sont mis à faire la loi en semant le chaos, mais au milieu de ce grand bazar, quelque chose d'intéressant se passait. La communauté noire se lançait à fond dans la politique comme jamais auparavant. Après la guerre, les Afro-Américains ont commencé à savourer un petit goût de liberté et d'égalité. Les anciens esclaves et ceux qui étaient déjà libres ont fait des progrès en éducation, en stabilité familiale et dans leur boulot. Mais malgré tout ça, l'après-guerre a aussi été une période assez compliquée parce que beaucoup de Blancs avaient énormément de mal à accepter le fait que le marché du travail s'ouvrait à tout le monde. Et certains Blancs ont même créé des groupes comme le Ku Klux Klan pour promouvoir la suprématie blanche. Pas exactement la meilleure manière pour célébrer un soi-disant retour à la paix. Parce que oui, sur le papier, tout le monde avait plus ou moins des droits égaux, mais dans la réalité, c'était plutôt l'inverse. Les Blancs étaient encore aux commandes partout, avec un racisme bien ancré, et Eddie Williams est donc né dans ce contexte en 1888 sur une plantation. Ses parents, qui avaient eu tout le temps de bien se connaître, se sont alors mariés juste après sa naissance, et plus tard, à l'âge de 5 ans, sa famille décide de déménager à Bowie, au Texas, où le jeune garçon commence à baigner dans la musique locale, la country, la musique folk et tout le tralala qu'il absorbe comme une éponge. Il va à l'école jusqu'à environ 13 ans, où il va se faire remarquer dans la fanfare scolaire, avant de filer pour travailler la terre avec son père. C'est là-bas qu'il va recevoir son premier instrument, un accordéon offert par son oncle, et autant vous dire que c'est un cadeau qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Jeune et ambitieux, Eddie se met à apprendre un tas d'instruments, accordéon, piano, mandoline, mais dès qu'il va poser la main sur une guitare, c'est là que son talent va réellement se manifester. À 14 ans, Eddie décide de faire ses valises et de dire adieu à l'école, se lançant à fond dans ce qu'il aime faire, la musique. Le week-end, il se retrouve souvent à animer des Sucky Jumps, des fêtes un petit peu secrètes où les Afro-Américains se déchaînent en dansant, en chantant et en jouant de la musique. Et avec son talent qui était réellement apprécié, il décide de quitter la ferme de papa. Il parcourt alors le sud-ouest des États-Unis, guitare à la main, jonglant entre concerts et des petits boulots. Et autant dire qu'il n'était pas du genre à se cacher, il chantait dans des maisons closes et des salles de danse, guitare à la main, et ça, souvent devant un public entièrement blanc. Et ce sera sur Fannin Street, entouré de saloons et d'endroits où le divertissement était roi, qu'il a commencé à façonner son style musical unique. Plus tard, un quartier sera même rebaptisé en son honneur, mais avant d'en arriver là, sa carrière sera marquée par un tas d'obstacles, et ça dû à son statut social. Élevé dans le sud des États-Unis, à une époque où la ségrégation raciale était omniprésente, Eddie a dû affronter un monde musical qui était largement dominé par des producteurs blancs. Et très peu d'Afro-Américains pouvaient contrôler leur propre musique, voire même posséder les droits sur leurs chansons. Et du coup, Eddie, comme beaucoup d'autres Afro-Américains, se voyait payer une bouchée de pain pour son travail. Au début des années 1910, Lead Belly est alors réellement un homme du terrain. Il bosse dur dans les champs de coton le jour et jouait sa musique à qui voulait bien l'écouter le soir. Et honnêtement, ce mode de vie semblait plutôt bien lui réussir. Sa musique s'améliorait à vue d'œil et on pouvait voir qu'il prenait réellement de l'ampleur. Et l'un de ses premiers morceaux à connaître son petit succès sera lié à un événement marquant de l'année 1912, le naufrage du Titanic. Le morceau parlait du boxeur afro-américain Jack Johnson qui aurait été refusé à bord du célèbre Titanic à cause de sa couleur de peau. Jack Johnson wanted to get on board. Captain, he says, I ain't hauling no coal. Fare thee, Titanic, fare thee well. Jack Johnson wanted to get on board. The captain, he says, I ain't hauling no coal. Fare thee, Titanic, fare thee well.
Ce titre deviendra emblématique de son répertoire et de son style musical, et ça même si en réalité l'anecdote n'est pas tout à fait exacte. Parce que Jack Johnson n'a pas été refoulé du Titanic, mais bien d'un autre navire. Enfin, peu importe, ça ne changeait rien au fait que Lead Belly savait réellement comment faire passer un message. On voit alors que Lead Belly devient réellement un artiste unique, mais qu'il prend aussi sa carrière très au sérieux. À tel point que quand Eddie a atteint la vingtaine, alors qu'il a une femme et 2 enfants, il décide de faire ses valises et de quitter le nid familial. Pourquoi? Parce que même avec toutes ses attaches, son unique obsession restait de voyager à travers les États-Unis pour jouer sa musique. C'est d'ailleurs précisément à ce moment-là que Eddie va décider d'abandonner la guitare traditionnelle à 6 cordes pour passer à une guitare à 12 cordes, un instrument qui allait devenir sa marque de fabrique. Vers 1912, alors installé au Texas, Eddie croise un certain Lemon Jefferson. C'était un des premiers grands noms du blues et il aidera Lead Belly à atteindre le sommet de sa jeune carrière musicale. Mais malheureusement, au milieu des années 1910, un événement étrange et inattendu va tout remettre en question, un moment décisif qui allait bouleverser le destin de Lead Belly à jamais. Eddie n'était malheureusement pas seulement un musicien passionné, parce qu'il avait aussi une face bien plus sombre. Et son histoire criminelle débute réellement en 1915. D'abord, il se fait attraper pour possession d'armes à feu et pour agression. Résultat des courses, il est envoyé bosser dans une chaîne de prisonniers pendant 30 jours, mais après quelques jours seulement, il arrive à se faire la malle. Et une fois qu'il s'est échappé, Eddie ne retourne pas à sa vie tranquille. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il va rester au Texas et se mettre en mode cavale. Pour se camoufler, il adopte le nom de Walter Boyd, et avec ce pseudo, il arrive à trouver quelques boulots tranquilles, et ce nom, il va le garder pendant quelques années. Jusqu'à ce qu'en décembre 1917, il se retrouve dans un sérieux pétrin, et cette fois pour un crime beaucoup plus grave. Après une violente dispute à propos d'une femme avec un certain Will Stafford, qui est d'ailleurs un membre de sa famille, Eddie va décider de régler les choses à sa manière. Il va lui tirer dessus, le tuant sur le coup, et évidemment, après s'être fait arrêter, il sera mis immédiatement en prison. Tout le monde pensait alors qu'il allait passer le restant de ses jours en prison, ou du moins plusieurs décennies, et d'après certaines sources, il aurait officiellement écopé 30 ans de prison. Sauf que Eddie, lui, ne l'entend pas de cette oreille. Et il décide alors de mettre sur pattes un plan bien ficelé qui lui permettra, en tout cas il l'espère, de sortir un peu plus tôt que prévu. Son but, il est simple, se transformer en prisonnier modèle. Il chantait pour les prisonniers, pour les gardiens, se comportait comme un ange, et ça sans jamais enfreindre aucune règle de la prison. Malheureusement pour lui, une chose qu'il n'avait pas du tout prévue va se produire, et son plan sera complètement remis en question. Un jour, alors que Eddie fait sa performance de prisonnier chanteur, un autre détenu, qui visiblement n'est pas trop fan de sa musique, a décidé de l'attaquer avec un couteau, et Eddie, qui n'a pas l'habitude de se laisser marcher sur les pieds, a donné une bonne leçon à son agresseur, et heureusement, les deux détenus ont survécu à l'incident. Mais cet événement a laissé à Eddie une cicatrice bien visible sur le cou. Pour la cacher, il a commencé par porter un bandana qui deviendra une partie de son look. Et après cet incident, plus personne n'osera s'attaquer à lui, tout le monde avait très bien compris le message, et ce sera donc vers cette période qu'il va commencer à se faire appeler Lead Belly. Un nom qu'il a acquis en prison, et qui fait référence à son nom, Eddie Ledbetter, mais la deuxième partie de son nom réfère à sa capacité à boire énormément de moonshine, une sorte de whisky très puissant. Bref, par la suite, Eddie a continué à jouer les prisonniers parfaits. Il ira même jusqu'à écrire une chanson pour le gouverneur du Texas, autant dire qu'il était prêt à tout pour sortir de prison. Please, Governor, be good and kind. If I don't get a pardon, will you cut my time? If I had to go to nip like you got me, I wake up in the morning and set you free. Connu pour ses principes stricts, le gouverneur avait juré qu'il ne pardonnerait jamais un prisonnier, mais il semble bien que Eddie serait l'exception qui confirme la règle. Parce qu'après avoir rencontré Lead Belly, le gouverneur reviendra plusieurs fois en prison, même avec des invités, pour l'écouter chanter. Finalement, grâce à cette chanson écrite en l'honneur du gouverneur, grâce à son bon comportement et au fait qu'il avait déjà purgé une petite partie de sa peine, le gouverneur a décidé de le gracier en 1925. Résultat des courses, Eddie se retrouve libre comme l'air, après seulement 7 ans de prison. Je rappelle qu'il a quand même tué quelqu'un. Mais bon, avec cette nouvelle chance, Eddie, qu'on appelle désormais Lead Belly, reprend rapidement la route et se remet à faire ce qu'il sait faire de mieux, de la musique. Lead Belly parcourt alors tout le sud des États-Unis et donne des concerts quasiment tous les soirs. Mais malheureusement, tu t'en doutes peut-être, le naturel revient toujours au galop. Et s'il avait cette réputation de dur à cuire, c'était pas sans raison. Parce qu'en dehors de son caractère bien trempé, il avait un penchant pour l'alcool qui ne faisait que l'entraîner dans plus d'ennuis et de bagarres. En plus de ça, il faut savoir que Lead Belly suscitait énormément d'attention, surtout auprès des femmes, et que logiquement ça engendrait énormément de jalousie auprès des hommes. D'ailleurs, Lead Belly lui-même l'a dit, quand je joue, les femmes viennent m'écouter et les hommes se mettent en colère. Et en 1930, cette jalousie a fini par provoquer une bagarre dans un bar qui finira par une tentative de meurtre de Lead Belly, selon la police. Et tu l'as compris, ça l'enverra à nouveau derrière les barreaux
pendant un petit moment. Mais ce retour à la case prison sera en réalité un mal pour un bien, parce qu'il aura la chance d'y croiser deux personnes, deux hommes qui vont littéralement changer sa vie. 30 ans après le début de sa carrière musicale, Lead Belly allait faire la rencontre qui allait propulser sa carrière. Il sera alors découvert par Alan et John Lomax, un père et un fils qui sont le genre de personnes qui vivent littéralement pour la musique. Et en plus d'être de grands collectionneurs de disques, ce sont aussi des musiciens, des historiens, des réalisateurs, des activistes, bref, de véritables touche-à-tout, mais par-dessus tout, de grands amoureux de la musique folk. La musique traditionnelle américaine. Et leur truc, c'était d'enregistrer et de préserver des milliers de chansons pour les archives américaines. En gros, faire en sorte à ce qu'on n'oublie pas l'histoire de la musique américaine. Quoi qu'il en soit, en 1933, Lead Belly est donc découvert dans la prison d'Angola par ces deux personnes. Et étant impressionné par sa voix puissante et son répertoire infini, ils décident de l'enregistrer avec leur équipement portable. Et le 1er août 1934, après avoir presque purgé l'entièreté de sa peine minimale, Lead Belly est libéré de prison. Mais contrairement aux apparences, ce n'est pas une libération ordinaire. Parce que John et Alan Lomax avaient enregistré certaines de ses chansons, dont la chanson Goodnight Irene, qu'ils avaient présentée au gouverneur, accompagnée d'une pétition pour demander sa libération. Encore une fois, c'était donc la musique qui l'avait fait sortir de prison. Après sa sortie, Lead Belly rejoint John Lomax en tant que chauffeur, et il l'accompagne à travers tout le sud des États-Unis pour collecter des chansons. Et on arrive comme ça en décembre 1934. Lead Belly se produit alors lors d'un événement important, et les journaux commencent alors à se fasciner par cette histoire du prisonnier chanteur. Très vite, il devient alors une sorte de curiosité médiatique. Il débarque ensuite à New York avec John Lomax, où il devient littéralement un phénomène, mais en réalité, John Lomax avait utilisé des techniques plutôt douteuse pour lancer la carrière de Lead Belly. Parce qu'il a façonné et exploité l'image du chanteur en tant que criminel dangereux. Il l'avait en quelque sorte poussé sur le devant de la scène en disant « Regardez ce musicien sauvage, ce criminel, ce meurtrier qui a un talent incroyable ». Les journaux l'ont alors décrit comme, je cite, « un sauvage venu jouer quelques concerts entre deux meurtres ». Dans une période où le racisme et la discrimination étaient toujours très présentes, Lead Belly était malheureusement vu comme une sorte de bête de foire et malgré sa notoriété, ses disques ne se vendaient pas bien. Sa musique, un peu trop traditionnelle, était considérée comme trop brute pour les marchés populaires, dominée alors par le jazz et le swing. À ce moment-là, Lead Belly lutte toujours financièrement et c'est grâce à ses tournées qu'il gagne la plupart de ses revenus, de revenus qu'il doit d'ailleurs en grande partie donner à John Lomax. Parce que oui, malgré son talent exceptionnel, Lead Belly n'a jamais réellement eu un contrôle sur les droits de sa musique et à cause de ça, sa relation avec John Lomax s'est dégradée de plus en plus jusqu'à ce qu'ils finissent par arrêter officiellement leur collaboration. Lead Belly finit alors par retourner en Louisiane et décide de poursuivre John Lomax en justice pour obtenir ses gains. Et bien plus tard, en 1936, il fera un retour en force en revenant seul à New York. Et il excelle dans les chansons pour enfants, des chansons qu'il chantait principalement lors de fêtes d'anniversaire. Enfin bref, Lead Belly n'était pas seulement un musicien, c'était aussi une voix de la lutte pour les droits civiques. En 1938 par exemple, il utilisait déjà l'expression « Stay woke » dans l'une de ses chansons, un avertissement à la communauté noire de rester vigilante face aux injustices. Lead Belly finira par faire une dernière rechute en 1939. Après s'être à nouveau battu, il sera condamné coupable et remis à nouveau en prison. Dans les années 1940, Lead Belly a enregistré plusieurs albums avec différents labels. Il joue alors aux côtés de légendes de la musique folk et donne naissance à certaines de ses chansons les plus connues. L'année suivante, il fait la connaissance d'un certain Moses H, qui est propriétaire d'un petit studio de disques à New York. Et sous le label de son nouvel ami, Lead Belly sortira 3 albums de 1941 à 1944. Et c'est là que tout s'emballe pour lui. Il devient une véritable star de la scène musicale folk tout en se produisant dans des clubs à New York. Du coup, il obtient comme ça une reconnaissance nationale en tant que musicien et chanteur de blues et de folk. En 1949, il décide d'entamer une tournée européenne en commençant par la France, mais ce nouvel élan va malheureusement très vite retomber, étant diagnostiqué avec la maladie de Lou Gehrig, une maladie qui détruisait tous les muscles de son corps, réduisant du coup sa capacité à jouer de la guitare, comme il savait si bien le faire. Et malgré sa santé déclinante, il continuera de jouer de la musique jusqu'à son dernier souffle. Lead Belly finira par décéder le 6 décembre 1949 sans avoir pu pleinement profiter des fruits de sa musique. Il sera alors enterré dans son état de cœur, la Louisiane, où aujourd'hui on peut découvrir une statue qui lui rend hommage. Malgré une vie marquée par des hauts et des bas, Lead Belly a exprimé ses expériences à travers ses chansons et sa musique a continué d'influencer certains des plus grands artistes, qu'ils soient noirs ou blancs d'ailleurs. My girl, don't lie to me. Tell me, when did you sleep last night? Oh, Black Betty, bam-a-lam, oh, Black Betty. Bam-a-lam, whoa, Black Betty. Bam-a-lam, Black Betty had a child. Bam-a-lam, the damn thing gone wild. Bam-a-lam said a word.
Voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. J'ai découvert cet artiste et je trouvais son histoire très intéressante, donc j'ai voulu vous la partager. Et si vous avez aimé la vidéo, évidemment, je vous invite à mettre un petit j'aime sous la vidéo. Et vous pouvez évidemment aussi vous abonner et activer la cloche et tout le tralala. Et à part ça, nous on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah.